la caméra. Ah bon? Ah, Mercedes. Bien, bonsoir à tous. Écoutez, il est 18h05, on va démarrer la présentation pour pas prendre de votre temps. Et donc, on laissera d'autres nous rejoindre pendant la session. Voilà, donc écoutez, on va vous présenter ce soir la forêt en règle, donc avec Guénelle Scolan, donc la directrice de Fibois 38. Écoute, je te laisse la parole, Guénelle. Tu peux peut-être te présenter, Samuel? Oui. Ouais. Tu me présentes moi? Oui, c'est vrai. Samuel Reich, donc je suis chargé de mission Fibois à Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Du coup, oui, je vais commencer. Alors, en fait, l'objectif ce soir, c'était de vous présenter assez rapidement cette plateforme qui s'appelle La Forêt en Règle, qu'on a travaillé collectivement au sein du réseau interprofessionnel d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je m'exprime moi côté Isère, Fibois Isère, puisque j'ai mouillé la chemise aux côtés de Samuel, et puis également de Fibois Ardèche Drôme, tout simplement parce que initialement on avait un premier outil qui était sur PDF en fait, qui fonctionnait avec des liens et qui permettait aux exploitants de se retrouver un petit peu dans les méandres de la réglementation liée au chantier forestier. Et on a eu un certain nombre de demandes de la part d'exploitants pour qu'on aille un petit peu plus loin, et c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur ce projet qui a pour objectif non seulement d'aider les professionnels à se retrouver dans la réglementation, mais aussi automatiser les démarches et les simplifier, et enfin de faciliter la gestion documentaire et l'archivage. Le constat, c'est qu'en forêt, on a des règles très nombreuses, je pense que la plupart, vous le savez, d'origine diverse, donc évidemment le code forestier, mais on a aussi le décret hygiène et sécurité qui prend une place importante en matière de réglementation, tout ce qui relève de l'inspection du travail, et d'autres lois ou règles comme le code de l'urbanisme, la loi sur l'eau, le code de l'environnement. Alors vous verrez qu'on a essayé d'aller le plus loin possible dans la facilitation des professionnels. Et vous serez de fait, comme nous, frustrés parce qu'à un moment donné, les règles, on est en France, donc les règles s'empilant sans s'articuler les unes aux autres, on n'a pas toujours été en capacité d'aller jusqu'au bout des choses. Mais néanmoins, l'idée, c'est d'avoir un outil facilitateur et qui mâche au maximum le travail. Voilà. Ce qui est important de dire, c'est que cet outil s'adresse avant tout aux exploitants forestiers, dans le sens où c'est eux qui sont en charge de, on va dire, la plus grande partie la plus grande partie des règles, de l'application des règles liées au chantier forestier, dans la mesure où ils achètent les bois sur pied, qu'ils font travailler sous-traitants quand ils en ont, et que c'est finalement eux qui sont le plus exposés à la réglementation. Voilà. Alors le principe de cette plateforme, c'est qu'elle est accessible en ligne sur une adresse qui s'appelle www.forêtenrègle.org, avec un compte qui vous sera fourni par Fibois Aura au moment de la souscription. En complément, on a développé une petite tablette en se disant allons jusqu'au bout de la démarche, et l'idée c'était justement que cette tablette permette la prise de notes, les photos et les points GPS en forêt,
et qu'on puisse avoir un transfert des données qui seront prises sur terrain vers forêt en règle, mais aussi ça puisse servir aux exploitants pour récupérer de la donnée qui ne sont pas forcément utiles dans forêt en règle, notamment photos et points GPS. Donc on vous la présentera à la fin. Cette tablette, elle sera en option. Donc, il n'y a pas une nécessité forcément de souscrire à cette tablette quand on souscrit à Forêt en règle. Voilà pour la partie introductive. N'hésite pas, Samuel, à me compléter si tu en vois l'utilité. Alors, vas-y. Non, non, je disais simplement OK. Pardon. Donc, comment ça se passe, Forêt en règle? Il y a une première page d'accueil. Sur lequel on va avoir grosso modo trois cadres, quoi. Celui avec à droite, pardon, qui récapitule, on va dire, les principales règles auxquelles vous pouvez être soumis. En tout cas, c'est quelques rappels. C'est d'ailleurs pas le rappel de toutes les règles, mais c'est quelques rappels qui, derrière, ne seront plus traités dans forêt en règle, tout simplement parce que c'est un peu des règles permanentes, quoi. C'est par exemple avoir la levée de présomption de oui, c'est ça, la levée de présomption de salarié en forêt, avoir le document unique quand on a des salariés ou des stagiaires, les équipements de protection, la formation sauveteur secouriste au travail, les panneaux d'indication de chantier et quelques éléments de rappel sur la sortie des bois. Et puis on va parler aussi de ce dont on ne traite pas dans cet outil parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a laissées de côté très, très volontairement. Alors, le rappel donc des obligations, donc je les ai citées, hein, et ce dont on ne traite pas l'outil, ça va être le défrichement, parce qu'on traite vraiment tout ce qui relève de la coupe de bois, mais pas du défrichement. On a laissé de côté les réglementations de boisement, qui sont communales et qui sont complexes et qui sont liées plutôt à la plantation. On a laissé de côté, parce que c'était très complexe à traiter, la liste des espèces végétales et animales protégées, mais néanmoins, il y a un lien qui va vers le site de l'Adréal. Et enfin, on a laissé de côté tout ce qui relève des règles liées au travail émigré et salarié détaché. Voilà. Donc sur cette page d'accueil, donc il y a un menu en haut à gauche qui vous est indiqué par la flèche rouge, et puis vous allez voir tout à l'heure. Je passe sur les deux autres cadres. Donc, une photo avec exploitant forestier écrit dessus, c'est ce qui vous permettra de créer votre chantier. Et puis, un cadre qui récapitule les chantiers que vous avez déjà rentrés. Alors, si on prend le menu en haut à gauche, donc vous voyez qu'il y a un accueil, donc on a vu, un port-tablette, donc que j'ai évoqué, hein, c'est les fonctionnalités qui permettent de récupérer les données qu'on a prises sur le terrain avec la tablette. Alors, j'ai oublié de préciser, enfin non, j'en parlerai tout à l'heure de la tablette, peu importe. Il y a une petite application carte de chantier qu'on va vous montrer. Il y a un annuaire de nos sous-traitants que vous rentrez dès le départ et qui vous permettra derrière, vous verrez, de faire fonctionner, quand vous rentrez votre chantier, de faire appel à votre annuaire sous-traitant. Il y a tous les textes réglementaires qui sont stockés. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'était évident pour moi. Cet utilitaire, à ce stade, il est développé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a traité tous les départements, puisque vous le savez certainement, les textes sont essentiellement à l'échelle départementale. Donc, on a traité tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et peut-être possiblement, un jour, on ira plus loin, au-delà de nos frontières, mais ce n'est pas encore d'actualité. Il y a une petite cartographie, Samuel va vous montrer tout à l'heure, et toute une liste de contacts aussi au niveau de l'administration. Sur les textes réglementaires, alors c'est tout petit, on ne va peut-être pas bien voir, mais c'est ce que je vous disais, hein, si on prend le code forestier, vous avez les arrêtés dans chaque département d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors il y a un ou deux arrêtés, parfois c'est un seul qui réunit les deux seuils qu'on traite, ou parfois il y en a deux. Donc voilà, on a autant que faire se peut mis des liens vers le site de l'administration, ou parfois c'est le PDF qui est téléchargeable suivant ce qu'on a pu obtenir. Il faut savoir que derrière nous, on a un compte administrateur qui nous permet, si la législation évolue, si par exemple les seuils sont amenés à évoluer, on peut les modifier facilement. Sauf s'ils nous changent toute la réglementation, quel cas sera plus compliqué. Mais en tout cas, si c'est qu'une histoire de seuil, on les changera. Voilà, donc pour, on va dire, les textes réglementaires, le code forestier, le décret hygiène et sécurité, hop, revient en arrière.
la lutte contre le travail légal et les dispenses liées aux espaces boisés classés, donc c'est le code de l'urbanisme. Vous avez tous les arrêtés. Bon, dans certains cas, c'est pas par département. Et puis enfin, des rappels sur le RBUE. Voilà, vas-y. Donc, comme je le disais, une liste de contacts par département. Donc, sur chaque département, vous avez contact de DDT, et puis autres administrations, donc DDT services forêt, DDT services de l'eau, autres administrations utiles pour vos démarches, le CRPF, etc., etc. Alors, la cartographie, donc on a un petit volet cartographique hein, qui vaut ce qu'il vaut, on va dire. Qui est essentiellement basé sur Google Maps, mais qui fait appel, vous le verrez tout à l'heure dans la démonstration, aussi à Géoportail. Il fait des requêtes à Géoportail. En premier lieu, en fait, sur cette cartographie-là, vous allez pouvoir retrouver géographiquement tous les chantiers que vous avez rentrés au fur et à mesure et qui seront archivés d'une façon linéaire, chronologique, etc., mais qui seront aussi archivés du point de vue cartographique. Donc sur l'annuaire des sous-traitants, donc je vous l'ai expliqué, l'idée c'est de rentrer tous ces sous-traitants et de pouvoir en faire appel à ces sous-traitants au moment où on démarre un chantier, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent aux sous-traitants. Alors vous verrez, il y aura une subtilité, certains sous-traitants sont externes et d'autres internes. Tout simplement interne, c'est quand c'est sa propre entreprise qui travaille sur le chantier. Et voilà, il y a quelques subtilités réglementaires, donc on a utilisé quelques astuces de notre côté. On ne va pas rentrer dans tous les détails ce soir. Donc là, sur ce cadre-là, vous l'avez vu tout à l'heure, donc c'est le rappel de tous les chantiers qui ont déjà été enregistrés et vous pouvez revenir sur chacun des chantiers en le sélectionnant. Vous pouvez y revenir et récupérer les démarches que vous avez déjà initiées. Alors, la plus grande difficulté pour nous, ça a été qu'un chantier puisse se résumer sur une seule page, une page synthétique. Donc, ça a été le plus gros travail avec le prestataire. Je ne l'ai pas cité, mais il s'appelle Azenta, hein, qui a travaillé sur ce projet. Donc, grosso modo, sur une seule page, on a un chantier. Alors, le chantier peut être unipropriétaire ou il peut être multipropriétaire. Donc, si on regarde la page d'un chantier, à gauche, on va avoir, donc tout à l'heure on va faire un petit peu la démonstration avec Samuel, mais déjà pour vous repérer, donc à gauche, des alertes qui sont soit relatifs à une parcelle, soit relatifs à un propriétaire. Donc on va vous dire, par exemple, à un moment donné, dans la démarche de création de chantier, vous allez cliquer, je sais pas, sur la présence d'un captage d'eau potable, par exemple. Et bien là, on va vous mettre une alerte, attention, captage d'eau, et on va vous indiquer ce qu'il faut aller faire. Donc, notamment, pour le coup, aller se renseigner en mairie et contrôler l'arrêté lié au périmètre de captage. On a là, sur la deuxième flèche rouge, c'est écrit pré-rempli des documents. On a tout un bloc, en fait, où les documents vont se générer automatiquement suivant les renseignements que vous avez intégrés lors de la création de chantier. Et donc, ces documents vont se remplir, en tout cas, vont se pré-remplir. Vous verrez que, comme je vous l'expliquais en préambule, il reste du travail à faire pour finir de les remplir. L'intérêt de ces documents, c'est qu'on peut les signer numériquement et les envoyer à l'administration par mail, vous allez voir après. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que parmi ces documents, il y a des CERFA. Donc, en fait, la façon dont, parce qu'un CERFA, c'est un document officiel, hein, on n'a pas le droit de le recopier. Donc, la façon dont on a travaillé, c'est qu'on a le CERFA en fond et par-dessus, en fait, un masque qui nous permet de remplir les cases. Donc, tout ça a été validé avec l'administration. À droite, le bloc à droite, donc la dernière flèche, c'est la liste des documents envoyés, hein, qui est en rapport avec les documents générés à gauche. Et à chaque fois, vous avez un suivi des documents qui ont été envoyés, qui sont à envoyer, qui sont à finaliser, etc. Et on vous dit à qui les envoyer. Voilà, on va dire dans la synthèse. Et puis, j'en ai pas parlé. Hop, si tu reviens, Samuel. Mais tout à l'heure, vous allez voir dans la démo, toute la partie
Alors, il y a un petit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on peut déposer des fichiers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des photos, des choses comme ça à nos documents, à notre liste de documents. Et puis en bas, en fait, il y a des petits blocs qu'on ne voit pas très bien, mais on va vous montrer tout à l'heure. C'est les blocs où on va pouvoir renseigner le chantier. Mais finalement, une fois que c'est renseigné, on les cache et on n'en a plus forcément utilité. Il faut bien se dire que dans la logique, la manière dont on a travaillé, euh, on, on intègre toutes les données du chantier, vous allez voir comment, mais c'est une fois que les documents sont générés et envoyés, on ne peut pas revenir en arrière, évidemment, puisqu'ils sont envoyés à l'administration. Tant qu'ils ne sont pas finalisés, les documents, on peut recommencer, et on peut recommencer toute la démarche. Donc ça, c'est pas un problème. Mais à partir du moment où les documents sont envoyés, voilà, vous pourrez éventuellement les casser, les toucher, mais néanmoins, ils seront envoyés à l'administration. Donc il y a une gestion, en fait, qu'il faudra intégrer, qu'on expliquera en formation à chaque personne, chaque exploitant qui souscrit. Mais il y a une petite logique à intégrer. Pour le reste, on a voulu que ce soit le plus intuitif possible. Voilà. Donc, c'est un petit coup de main à acquérir, mais normalement, c'est assez rapide. Et pour les exploitants qui ont fait des tests, a priori, c'est relativement intuitif. Je vais, Et ben, c'est je pour vais, toi. je vais reprendre la main. Donc, on revient sur le panneau de départ, donc sur l'accueil, et on va créer un nouveau chantier. Donc, dans la création de chantier, on va cliquer simplement sur cette photo, exploitant forestier. Donc, on clique sur l'image. Et là, on va pouvoir commencer à renseigner les données du chantier. Donc, le numéro, donc ça, c'est un champ alphanumérique, ça, c'est vos habitudes de travail. Le référent du chantier, donc ça, c'est interne également, date de création, lieu dit, enfin, toutes les infos qui peuvent être utiles à ce stade. Donc, on renseigne les données génériques. Ensuite, dès l'ouverture du chantier, on va commencer à voir apparaître des documents. Donc là, par exemple, en l'occurrence, la fiche de chantier. Pourquoi? Parce que la fiche de chantier est obligatoire. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la fiche de sécurité. Elle est obligatoire pour chaque chantier. Donc, elle doit toujours être disponible sur le chantier. Donc, elle apparaît dès l'ouverture du chantier. Vous voyez qu'il y a un deuxième document, puisqu'on a la possibilité aussi d'intégrer nos propres documents. Donc là, en l'occurrence, j'ai intégré une carte ou une photo du chantier, via mon ordinateur, via des documents enregistrés sur mon ordinateur. Donc voilà, donc simplement, en cliquant sur cette icône, en fait, je vais intégrer mes documents qu'on verra apparaître au-dessus. Ensuite, je vais passer à l'étape suivante, c'est-à-dire ajouter un propriétaire. Donc, lorsque j'ajoute un propriétaire, donc je renseigne les données génériques, donc classiquement. Ensuite, si le propriétaire est déjà connu, c'est-à-dire si moi j'ai déjà créé ce propriétaire sur la base, en fait, l'utilitaire va vous proposer de reprendre ce propriétaire. Donc, en l'occurrence, Monsieur Paul est connu, et donc je vais pouvoir récupérer ces données qui vont renseigner automatiquement l'adresse, le code postal, la ville, les éléments dont je dispose. Ensuite, je vais pouvoir lancer le questionnaire. Donc, lorsque j'ai renseigné toutes ces données, je clique sur ce bouton et là, je vais avoir toute une série de questions. Donc, en fait, en haut à droite, vous avez un exemple de question qui peut être posée. Donc, le propriétaire dispose-t-il d'un document de gestion? Alors, je vous rassure tout de suite, le texte qui est indiqué en dessous rappelle ce que c'est un document de gestion ou autre. Vous le lirez peut-être la première fois, mais ensuite, en fait, on se contente de lire la question. Le reste n'est que descriptif. Donc, on va répondre à cette suite de questions, donc par oui, non, ou des questions à choix multiples. Donc là, en l'occurrence, par exemple, dans mon déroulé, le propriétaire ne dispose pas de document de gestion, la taille de sa propriété inférieure à 25 hectares, la nature du peuplement, c'est autre peuplement, et la surface du chantier elle est inférieure à 4 hectares. Donc là, la seule alerte que j'ai à ce stade, c'est l'obligation de régénération dans les 5 ans à venir. Donc c'est une alerte. Ensuite, lorsque j'ai fait ce déroulé, je contrôle pour m'assurer d'avoir bien répondu aux questions et je valide. Alors, lorsque je valide, je reviens sur la page de mon chantier
Et là, je me rends compte qu'effectivement, il y a une alerte qui est donnée sur le propriétaire, monsieur Paul, une obligation de régénération à vérifier, donc dans les 5 ans, si la coupe rase fait effectivement plus d'1 hectare. Maintenant que j'ai ajouté un propriétaire, je vais pouvoir ajouter ses parcelles. Donc là, de la même façon, je renseigne les données génériques pour la localisation de la parcelle. Je vais, pouvoir, je vais pouvoir rentrer le numéro de parcelle. Alors, désolé pour le format un peu compliqué, mais on n'a pas vraiment d'autre choix dans la récupération de nos données, puisqu'on va aller les chercher sur, Géoportail, et on est obligé d'intégrer l'INSEE commune 00 et le 000, donc ça, c'est intégré directement, donc sans que vous ayez de manœuvre à faire, et ensuite il faudra rajouter, la section de la parcelle et son numéro. Je peux aussi, passer par le choix, par la cartographie. Donc c'est, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce petit icône map, qui permet d'accéder à cette partie-là. C'est-à-dire, je peux sélectionner, donc je peux repérer les parcelles que j'ai sélectionnées déjà et cliquer sur une parcelle. Alors là, c'est pareil. Donc comme vous l'a dit Guénaël tout à l'heure, notre outil n'est pas un outil cartographique à la base. Donc il n'a pas les fonctionnalités complètes d'une cartographie. En l'occurrence, par exemple, si, on ne peut pas avoir l'affichage de toutes les parcelles. Ça, c'est certes un problème, mais disons que ça demanderait une puissance d'analyse, vraiment énorme pour pouvoir assurer ça, c'est-à-dire appeler toutes les parcelles d'une source de données, donc en l'occurrence le géoportail, et les intégrer à chaque fois qu'on ouvre cette fenêtre. Donc c'est, difficilement possible, et donc aujourd'hui, en fait, simplement, on clique à un endroit sur l'image et ça va nous proposer la parcelle. Donc ça ne va chercher que la parcelle concernée. Cela dit, ça reste assez pratique, mais bon, il faut le voir à l'usage. Donc voilà, en l'occurrence, j'ai cliqué sur une parcelle, donc je cherche cette parcelle, la parcelle, donc 302, heu et je peux la rappeler donc et la ramener, donc dans ma fiche, parcelle. Du coup, automatiquement, il renseigne GPS et référence Mmh. parcellaire, cadastrale. Voilà. Donc c'est ça, voilà, c'est un outil bonus, on va dire. C'était pas forcément notre intention au départ, mais le prestataire, voilà, a pu développer ce petit outil carto, on va dire, qui permet de se repérer et de gagner un petit peu de temps. Voilà, donc maintenant, j'ai rempli les données une fois de plus de la parcelle et là, je vais lancer un nouveau questionnaire puisqu'il y a des questions qui concernent exclusivement la parcelle. Donc par exemple, une question là, c'est la présence de réseau, oui, non. Alors tous les réseaux donc sont détaillés ici pour expliquer vraiment ce qu'on entend par réseau. Donc est-ce qu'on a un espace boisé, classé sur le plan local d'urbanisme? Est-ce que la coupe est dispensée de déclaration? Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, tous les documents des espaces boisés classés, sont disponibles, donc vous pouvez vérifier si la parcelle peut être dispensée ou pas. Présence d'un périmètre de protection, présence d'un cours d'eau même à sec, ainsi de suite. Et à chaque fois, en fait, on va avoir des alertes ou des documents, donc là, en l'occurrence, une déclaration d'espace boisé classé ou simplement un mail à faire. Donc dans le cas d'une traversée de cours d'eau pour, s'assurer, de la réglementation, si c'est une autorisation ou une déclaration. Donc voilà, je reviens sur mon chantier. Donc on a bien, de nouvelles alertes qui sont apparues, donc espace boisé classé et cours d'eau. On a bien un nouveau document à remplir qui est la demande, d'intervention en espace boisé classé et on a un nouveau mail. Alors on a 2 mails, donc un mail qui est, déclaration espace boisé classé, à envoyer, envoi à la mairie si pas de dispense et une demande à faire pour la traversée des cours d'eau. Voilà, maintenant À faire à la DDT, service de l'eau, sachant que l'adresse est pré-rentrée pour chaque département. Donc vous le verrez tout à l'heure. Mais tout ça, donc, enfin, voilà, on va l'idée ouais, c'est de redire que le travail est mâché dans les documents à remplir, à on envoyer, à qui, etc. Ou les on mails va on va éventuellement. effectivement le voir tout à l'heure. Au niveau,
Maintenant sur mon chantier, donc j'ai rajouté, des propriétaires, j'ai rajouté des parcelles. Maintenant, je veux ajouter, un sous-traitant au chantier. Donc je vais simplement cliquer sur «Ajout sous-traitant» et là, je vais pouvoir sélectionner, mon sous-traitant. Donc dans la liste que Guénel vous a présentée tout à l'heure, en fait, vous avez la liste de tous vos sous-traitants et il suffit de sélectionner, le bon sous-traitant. Et de lancer le questionnaire une fois de plus et de savoir, par exemple, en l'occurrence, si le travail qui le concerne, voilà, concerne bien un volume de, plus de 100 ou plus de 500 mètres cubes en fonction des activités. Donc ça va avoir une incidence, oups là, pardon. Ça va effectivement avoir une incidence, par exemple, sur la déclaration de chantier à faire à l'adresse, pardon. Donc, une fois de plus, on a une liste de mails à envoyer et de documents à l'adresse, en l'occurrence, la déclaration de chantier qui est pré-remplie. Donc là, je vérifie si j'ai bien tout, rempli correctement et je peux valider. On voit que, on a un nouveau document qui a été créé, c'est déclaration DRETS, donc là, c'est bien la déclaration de chantier. Et vu qu'on a, sélectionné un un intervenant, en fait, ça va nous proposer un mail à envoyer directement à l'intervenant. Donc les 2 documents sont associés. Vous voyez que ces 2 lignes sont surlignées, en rouge, donc les caractères sont en rouge, pour une bonne raison, c'est que en fait, quand je passe au-dessus d'un document ou au-dessus d'un mail à envoyer, qui est lié à un document, en fait, l'un et l'autre se colorent en rouge pour ça, comme ça, on a toujours le lien visuel entre les 2. Donc ça, c'est un point qui est important à l'usage. Voilà pour la première partie. On va passer ensuite à la gestion propre des documents, donc je te laisse la parole, Guénhaël. Pareil. Donc les documents, c'est pas tout à fait fini. Donc là, on a rempli tous les questionnaires liés au propriétaire, liés à chacune des parcelles concernées par la coupe et liés à son sous-traitant pour le chantier. Donc maintenant, il va falloir finir de remplir les documents. Donc là, vous avez une petite possibilité là, de faire pré-remplir. Donc là, oui, effectivement, la colonne est marquée en cours, terminé. Donc, je ne sais plus s'il y a une troisième possibilité. Peu importe. Donc là, vous allez pouvoir cliquer sur pré-remplir. Et si je pense, c'est mieux. Voilà, donc pré-remplir. Et en fait, il va remplir les informations que vous avez déjà rentrées précédemment. Donc c'est bien le but, hein, de faciliter le travail de l'exploitant. Donc tout ce qui est connu, en tout cas on a essayé un maximum, on l'a pré-rempli. Et puis il va falloir compléter le reste quand on n'a pas d'informations préalables, donc on n'a pas pu vous le pré-remplir. Donc voilà, il suffit de le faire. Il y a des champs qui sont disponibles. Voilà, bon, par exemple, typiquement pour la fiche de chantier, on peut intégrer un plan en JPEG. Voilà. On n'a pas pu, donc un plan qui serait sur votre ordinateur. Ça peut être une photo que vous avez prise aussi sur un croquis que vous avez fait à la main, par exemple. Ou un plan que vous avez dessiné directement sur Géoportail et que vous avez intégré en JPEG. On n'a pas pu aller plus loin, c'est-à-dire qu'autrement, il aurait fallu développer un logiciel de dessin pour faire le plan de la fiche de chantier directement. Donc, on va dire que ça sera peut-être pour une V2, une V3, mais en tout cas, en V1, c'était un petit peu compliqué. Voilà, et puis quand vous avez terminé le document, vous faites enregistrer et quitter. Voilà, et puis là, on vous propose de générer un PDF. Le document il est terminé, hop, et ça vous génère un PDF finalisé. Voilà, vous pouvez le vérifier une dernière fois, vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur, hein, retour, et puis vous allez pouvoir le signer pour validation. Voilà, et donc c'est là où on peut faire une signature électronique. Alors c'est pas très très confortable parce qu'il faut le faire à la souris, n'est-ce pas? Mais c'est la solution la plus évidente à ce stade en tout cas qu'on a pu faire. Et donc on valide.
Voilà, et le document, une fois qu'il est validé, il est considéré comme terminé par le logiciel Forêt en règle. Et en face, donc on a le mail qui est associé, cette fiche de chantier, elle va être envoyée à ses sous-traitants. Donc les sous-traitants, comme on les a remplis, eh bien il y a une petite partie de gestion de mail en fait qui peut se déclencher et vous pouvez rédiger votre mail. Alors, on ne l'a pas dit préalablement, mais en fait, quand vous créez votre compte, vous remplissez vos propres mails et vous recevez copie à chaque fois que cet outil génère un mail à votre interlocuteur. Vous allez recevoir la copie du mail. Donc, ce qui permet quand même d'avoir un suivi. Et puis, d'autre part, si votre interlocuteur vous répond par mail, il vous répondra sur votre boîte mail tout naturellement. Et c'est pas un Outlook, c'est pas une boîte mail en tant que telle. Ça sert juste à envoyer les mails depuis Forêt en règle. Donc voilà, le mail il est pré-rempli. Donc, vous avez évidemment toute la possibilité de le modifier. Voilà. C'est fait de manière assez formelle, mais vous pouvez le modifier à votre guise. Et puis évidemment, si l'adresse est connue par l'utilitaire, par la plateforme, eh ben, elle la remplit automatiquement. Si elle n'est pas connue, vous pouvez la remplir. Et donc, comme je le disais, l'adresse mail, c'est votre adresse mail qui est indiquée à votre destinataire et c'est écrit via la Forêt en règle. Voilà, tout simplement. Donc, on a vérifié par exemple auprès de l'administration, ils reçoivent bien les mails. Moi, si c'est par exemple mon mail via la Forêt en règle, donc ça se passe bien. Alors, ça peut éventuellement spammer, donc ça nécessite d'être un peu vigilant au départ, mais du côté de l'administration, en tout cas, ça ne spamme pas, on a vérifié. Voilà, et donc du coup, c'est indiqué, votre fiche de chantier a été envoyée. Donc là, c'est indiqué la date à laquelle vous avez fait. Et voilà, vous avez une trace de cet envoi par ce biais-là. Donc, si je souhaite envoyer un document dont l'état n'est pas terminé, là, il vous indique une erreur. Ça veut dire que le document est toujours en cours et vous ne pouvez pas l'envoyer. Donc voilà, il y a quand même cette logique euh, de gestion de documents. Alors, il peut y avoir aussi des mails qui sont envoyés sans document associé. Donc, c'est le cas particulièrement pour la traversée de cours d'eau, où là, en fait, on s'est mis d'accord avec les DDT et on interroge chacune, enfin, la DDT service de l'eau pour savoir, donc là, c'est l'exemple, pour expliquer qu'effectivement, on a un projet de chantier forestier. Donc, encore une fois, le mail il est préétabli. Charge à vous de le compléter. Donc, à chaque fois, on a mis entre crochets quand il y a des choses à compléter. Vous pouvez rajouter une photo, un plan, tout ce que vous voulez. Et donc l'adresse est prête. Et puis on leur demande justement s'il y a une déclaration à faire ou s'ils ont juste un conseil à vous formuler, ce qui est souvent le cas en fait de la part des services de l'eau DDT, où ils vont vous demander de prendre des précautions, par exemple sur la période de la coupe ou sur la manière de franchir le cours d'eau. Alors, la dernière fonctionnalité sur cette page, c'est la gestion du chantier en tant que tel dans sa chronologie. C'est-à-dire que, mais c'est libre à vous, il y a trois ou deux états, ou il y a trois étapes, pardon, qui vous est proposé. Donc, en cours de création, c'est-à-dire que vous avez le projet du chantier, donc vous avez déjà commencé à remplir un certain nombre de choses, mais voilà, c'est pas conclu, vous n'avez pas fini de signer avec le propriétaire, je ne sais pas, donc c'est en cours de création. À un moment donné, vous pouvez le notifier comme démarré. Et puis, vous l'avez terminé, vous pouvez le mettre en état terminé. Et puis, il va s'archiver. Et vous aurez voilà, votre suivi en fait, de chacun de vos chantiers suivant l'un des trois étapes. Vous pourrez retrouver plus tard dans les listes de récap. Voilà, comme ici par exemple, où vous pouvez retrouver tous vos chantiers qui sont démarrés, qui sont en cours de création ou qui sont terminés. Voilà. Alors, je ne sais pas si on devrait peut-être prendre des questions à ce stade ou si je finis avec la tablette. Cette tablette, ça va peut-être compliquer les choses. Je pense que Oui, Samuel, effectivement. Enfin, la tablette, encore une fois, c'est en option. Donc, avant de éventuellement vous embrouiller avec la tablette, on va peut-être répondre à vos questions en premier lieu.
moi qu'il n'y en ait pas, et Si, c'était limpide. si vous avez des questions, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Voilà. Éventuellement votre caméra. Pas de Oui, questions. bonjour, c'est Maël Giraud de Bois du Dauphiné. Vous m'entendez, ouais? Ouais, bonjour Ouais, Noël. salut Guénel. Moi j'ai une petite question, c'est juste une histoire de quoi, de construction vis-à-vis de l'outil. Si on a des territoires où on sait qu'ils demandent en plus des déclarations systématiques de tous les chantiers, est-ce que ça c'est des choses qu'on peut faire remonter après dans l'outil pour ce que on sait qu'à chaque fois qu'on fera des chantiers sur ça, il faudra leur envoyer un mail? Alors ça, c'est Alors, pour les états des lieux sur les chemins, tu parles, Maël, ou Alors, pas spécialement, je pas donne spécial? l'exemple d'un secteur que tu connais bien et un exemple qui est tout frais. C'est que la vallée de la Vaucance, notamment, elle demande à partir de tout chantier de 100 mètres cubes de tout déclarer en mairie, notamment pour les sorties débardage et aussi transport. Donc, c'est peut-être un peu, on va dire, alors, ouais. juridiquement limite au niveau administration, mais bon, on en est là aujourd'hui. Donc, Oui, oui, il y a beaucoup de territoires où... On ouais. a, on a effectivement un projet de développement. Alors, c'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, simplement quand il y a ce qu'on appelle un mode opératoire voirie ou équivalent, c'est-à-dire des demandes des travaux qui sont menés avec les élus sur des territoires qui, par exemple, imposent des états des lieux ou ce genre de choses, donc ce dont on est en train de parler. Effectivement, on a simplement une signification quand le territoire est connu et je vais prendre par exemple les Champs-Barans où c'est le cas. Donc Mais en par gros, contre, pour faire clair, si, voilà, moi par exemple dans les Champs-Barans en Isère Drôme, on a un protocole qu'on a signé, FIBOA, mm, etc., pour faire des états des lieux avant-après chantier. Donc ça, pour nous, c'est connu. Donc à chaque fois que vous êtes sur une commune ou c'est sur ce territoire-là, ça vous met une alerte, attention, voilà, état des lieux, et puis on vous renvoie vers un lien qui vous permet de faire votre déclaration soit en ligne, soit parce que vous avez déjà le numéro de téléphone du correspondant forêt, quoi. Mais à ce stade, on n'a pas pu aller beaucoup plus loin. alors on a des projets malgré tout. Alors on espère l'année prochaine, ça dépendra des financements, de travailler là-dessus, en particulier avec les communes forestières, pour avoir une possibilité justement d'intégrer toutes ces notions et de pouvoir faire le lien via la forêt en règle en fait, et sur tout type de procédures locales qui pourraient exister. Voilà, mais ça, faudra attendre un petit peu encore, c'est pas fonctionnel pour l'instant. Faut bien vous dire que cette V1, ça a été beaucoup, beaucoup de travail pour imaginer le format et que ce soit le plus fonctionnel possible pour vous. Donc clairement, on s'est frustré nous-mêmes et on frustrera les utilisateurs en première intention. Mais l'idée aussi, c'est qu'au fur et à mesure, on ait des versions ultérieures qui soient plus performantes. Bon, ça nécessite de l'argent, du temps, et on n'était pas capable de le sortir en première intention. Dans un premier temps, c'est trop prématuré de vous faire remonter éventuellement des informations de territoire. C'est encore trop prématuré ou ça peut vous intéresser? Non, ça Là, nous intéresse. oui, oui, Ça et vous de toute intéresse? Ouais. façon, tous les besoins ultérieurs, on va les recenser rapidement pour pouvoir s'acheminer sur une V2. Mais à ce stade, la première base, ça sera pas intégré immédiatement, ça c'est Mhm. clair. Mais par Ouais, contre, ok. de toute façon, la V1, on aura besoin à la fois des retours utilisateurs, ce qui fonctionne pas, et à la fois les Mm. besoins ultérieurs, parce qu'on va rapidement se mettre en ordre de marche pour pouvoir les intégrer au possible. Est-ce qu'il y Est-ce a qu'il y a d'autres? d'autres questions? Non, on va parler de la tablette, du coup. Allez, tablette. Donc, comme je voulais l'expliquer en intro, donc ça c'était petite cerise sur le gâteau, on va dire. On est parti du principe de se dire c'est quand même bête de faire un outil numérique et puis que les exploitants ils notent sur des calepins, qu'ils prennent l'eau, qu'ils tombent par terre ou qu'on trouve plus. Enfin voilà. Donc on a voulu aller un petit peu plus loin. Comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment très simple cette tablette, hein. C'est de la prise d'infos, quoi. C'est assez ouvert d'ailleurs, on n'a pas, enfin, tous les chantiers, hein, suivant qu'on est en résiné, en feuillu, etc., c'est quand même assez différent. Donc c'est une tablette de prise de notes.
de prise de photos et de prise de points GPS. L'idée, c'est ça. Euh, donc, on va aux utilisateurs, enfin ceux qui veulent prendre cette option-là, on va leur proposer une tablette. Donc, ce sera forcément Microsoft. D'ailleurs, on n'a pas trop le choix parce que l'informaticien ne pouvait développer que sur Microsoft parce que Android ou Apple, c'est trop instable avec trop de mises à jour. Donc, ça risquait de nous mettre en difficulté. Donc, ce sera une tablette Microsoft qu'il s'agira d'acheter de manière complémentaire. Mais par contre, il n'y a pas de frais supplémentaires liés à Forêt en règle sur la tablette, hormis l'achat de la tablette elle-même. Donc, qu'est-ce qu'on y trouvera? Tout simplement la possibilité de rentrer des infos liées au chantier. Donc, encore une fois, des choses qui pourront être reprises dans Forêt en règle, mais aussi des choses qui peuvent vous servir pour vous, parce que vous aurez besoin de ces éléments-là plus tard. Et puis, vous pourrez aussi intégrer des éléments liés au propriétaire ou à la parcelle. Typiquement, la référence cadastrale si vous l'avez prise sur le terrain, le nom du propriétaire quand vous allez repérer. Voilà. Vous pouvez prendre en photo la place de dépôt. Ça vous servira peut-être pas pour Forêt en règle, mais ça vous servira plus tard pour la passer à votre débardeur, par exemple. Le point GPS, typiquement, il pourra être réinjecté dans Forêt en règle. Tout à l'heure, on l'a vu, à un moment donné, on nous le demande, paf, ça peut être réinjecté. Les photos, évidemment, peuvent être réinjectées aussi. Voilà. Donc, c'est assez ouvert, hormis les quelques éléments qu'on peut réinjecter dans Forêt en règle, c'est de la prise de notes pour vous. Voilà. Donc, on a laissé des champs ouverts à ce stade. Mais c'est pareil, ça, c'est des choses qui pourront évoluer en fonction des besoins. Et je précise que du coup, j'ai oublié, c'est un élément important. Cette tablette, elle fonctionne donc sans carte SIM, quoi. Donc, en fait, on fournira, enfin, en plus de la tablette, il y aura une petite clé. Et cette clé, ça permettra en fait de capter pour les points GPS, hein, c'était nous un prérequis, de capter les satellites. Et donc, à partir du moment où la tablette et la clé USB vont se connecter l'une avec l'autre, et ça permettra justement de récupérer les données GPS, y compris si on est en zone blanche et qu'on n'a absolument pas de réseau téléphonique, ce ne sera pas un problème. À partir du moment où la tablette va chercher via la petite clé USB qui l'accompagnera les satellites. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Est-ce qu'il y a des questions sur cette tablette? Absolument pas. Ok. Bah, écoutez, On a perdu tout le monde. de toute façon, nous, on restera disponible pour toutes vos questions ultérieures. J'aimerais ajouter quelque chose aussi. C'est un logiciel, donc on a monté une plateforme qu'on a montée de toutes pièces, donc avec une entreprise, un prestataire. Il est tout à fait envisageable que ces données en fait soient mises en lien via des flux de données informatiques, soient mises en lien avec d'autres systèmes que vous pourriez utiliser vous dans vos entreprises. Donc ça c'est envisageable, mais nous bien sûr on n'a pas la compétence là-dessus et ce sera à voir en direct avec le prestataire dont on ne manquera pas de vous donner les coordonnées si tel est votre souhait. Notamment, ça peut concerner la gestion de stock, hein, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, nous, c'est clair qu'on a vraiment fait un utilitaire dédié au volet réglementaire et on n'a pas voulu se mêler, on va dire, à la gestion d'entreprise, quoi. Donc, ça a été un choix qu'on a fait très tôt, en se disant, bah, chaque entreprise a son mode de gestion et on ne va pas marcher. Et puis, il y a d'ailleurs des logiciels qui existent dans le commerce déjà actuellement. Donc, on est vraiment allé sur ce volet réglementaire pour faciliter la tâche des exploitants. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à la suite. Vous pouvez redonner le nom du prestataire là, qui a géré au niveau informatique? Azenta, AZENTA. C'est une petite boîte informatique qui a déjà travaillé pour des... Enfin, c'est pas un spécialiste du bois, loin de là, hein, mais qui a déjà travaillé pour des entreprises ou des organismes liés au bois. Donc, il connaît un petit peu. Il est un peu...
la suite dans les idées. Il fallait avoir un petit peu d'agilité là pour développer. C'était quand même, somme toute, très complexe. Et notre objectif, c'était de rendre les choses le plus simple possible. Donc, c'était ça la grosse difficulté. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être possibilité de se rapprocher avec un ERP déjà Oui, présent dans la boutique, quoi. oui, oui, mais ça, Ok, faudrait travailler ça avec lui. Mm. ok. Ouais, bah, ça peut être intéressant. Mm. Alors, je vais passer à la suite concernant le coût. Donc, effectivement, pour arriver à faire vivre cette plateforme, donc on vous l'a dit, hein, il y a déjà des projets de développement. Il y a déjà, il y a de toute façon de la maintenance, hein, qui va être assurée. Donc, on va être nous vos premiers interlocuteurs, mais dans les questions plus complexes, donc qui seront liées, heu, aux questions notamment de lien avec, les ERP ou autres, ça, il faudra voir directement avec le prestataire. Mais disons que nous, on sera votre premier interlocuteur. Donc pour les Notamment pour débugger, par exemple, la voilà. maintenance. Et puis, il y a aussi un coût lié au stockage des données. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais c'était quand même presque un préalable. Comment dire, votre compte, il est personnel, il vous est propre. Et nous, on a un compte administrateur, mais on ne voit absolument pas ce que vous faites. On n'a aucun accès à quoi que ce soit chez aucun des utilisateurs, hein, qu'on soit clair là-dessus. Nous, notre compte administrateur, il ne nous permet que de gérer des seuils, l'écriture des mails ou des choses très basiques de ce type-là. Donc, vous avez voilà, un secret complet sur l'utilisation cette plateforme, quoi, évidemment. C'est vrai que de la part de nos testeurs, en fait, nos entreprises test, en fait, ça a été un élément essentiel évidemment, qui a été remonté dès le départ, que voilà, que les données soient, gardées, confidentielles. Donc au niveau des prix, alors pardon? Au niveau des prix, donc il y a un tarif adhérent, un tarif non adhérent, donc c'est en fonction de la tranche de chiffre d'affaires. Sachant que alors voilà, c'est un tarif par an et par compte, donc c'est un abonnement. Par contre, pourquoi? Par contre, ça veut dire qu'une entreprise peut avoir, 3-4 acheteurs et avoir un seul compte. Ça veut dire que tout le monde, beh, utilise le même compte, donc ça peut, si c'est bien organisé, c'est tout à fait, faisable, que chacun ait son propre compte. Vous l'avez vu, en fait, on peut noter le nom du référent du chantier, donc c'est pas un problème. Par contre, une entreprise peut très bien faire le choix, d'avoir, plusieurs comptes. Donc par exemple, en l'occurrence, dans mon exemple, il y a 3-4 acheteurs, donc 3-4 comptes, différents. Donc ça, dans les cas très, spécifiques où il y a vraiment, nombreux acheteurs, voir comment on peut gérer ça. En fait, le tarif, il est fait, aussi pour prendre en compte le fait que, bah, plus l'entreprise a une taille importante, plus la nécessité de stockage de données va être importante. Voilà. Donc c'est, pour ça que le tarif est plus important en fonction du chiffre d'affaires. Alors une condition très importante pour pouvoir accéder à cet utilitaire, ça va être la nécessité de passer par la formation. Donc une entreprise, doit se former. Il est possible que une entreprise alors toujours le même cas, on a 3-4 acheteurs, mais un seul peut faire la formation et donc assurer, la maintenance, les problématiques pour ses, collègues. On vous conseillera plutôt de faire des formations pour tous, puisque que tout le monde ait le même niveau de connaissances dès le départ. Ça évitera, bah, des problèmes déjà et puis ça permettra d'utiliser beaucoup plus rapidement l'outil. Donc ça, c'est un élément essentiel. Juste la formation, c'est une seule journée, hein, pour pas prendre peur, hein, Mmh. et c'est simplement, d'une part, rebalayer, on l'a fait très vite là, avec Samuel, mais rebalayer toutes les fonctionnalités, hein, Mmh. de la forêt en règle. Et puis, l'idée, c'est de manipuler aussi pendant cette journée de formation, de manière à ce que bah, quand vous vous retrouvez tout seul devant, vous ne disiez pas, ah, en fait, je sais plus comment on fait. Enfin voilà. Donc, c'est de prendre
Pour nous, ça sera autant de coups de fil en moins qu'on Mm. pourra avoir avec des exploitants qui seront peut-être pas très à l'aise, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de ressortir cette formation vraiment à l'aise avec l'outil, installé sur son ordi autant que faire se peut, et puis que ça roule derrière, quoi, pour tout le monde, pour nous comme pour les exploitants qui l'auront souscrit. Voilà, le plus important, c'est qu'un utilisateur, en fait, il sache utiliser tout de suite la plateforme. Et parce que ça peut paraître, en fait, tout s'est déroulé qu'on a vu, ça peut paraître lourd, mais en fait, c'est très rapide. Mais pour ça, il faut utiliser un petit peu. Nous, on a testé depuis des mois Oui. maintenant l'outil, donc on va très très vite pour créer un chantier. En 5 minutes, le chantier est créé. Enfin, ça dépend de la complexité. Mais là, l'idée, c'est vraiment, bon, déjà, on rebalaye un petit peu la réglementation, on montre le déroulé, donc on fait la démonstration, et ensuite on passe directement au test, c'est-à-dire les stagiaires viennent avec leur propre chantier, et puis on va tester sur leur propre chantier. Voilà, donc ça c'est important. Alors ces formations, on a voulu en mettre en place très très vite. Donc là, côté Auvergne, c'est les 8, 16 décembre et le 6 janvier. Et côté Rhône-Alpes, c'est 6, 13 et 20 janvier. C'est, disons, la première vague des formations. Donc pour que les entreprises puissent se lancer dès début 2023 dans l'utilisation de la plateforme. Voilà, je pense enfin, j'espère que courant 2022, on aura l'opportunité d'en faire d'autres. Euh, 2023. 2023, pardon. Euh, j'ai pas encore changé l'année. Mm. Le programme le coût des formations, c'est 150 € par personne, mais c'est pris en charge par les organismes de formation. Donc ça passe par FIBOA-Aura. On est certifié donc pour pouvoir proposer des formations. Donc, il n'y a pas de souci pour les prises en charge, on s'est déjà renseigné. Alors, simplement une vigilance pour les ressortissants Vivea, s'il y en a parmi vous. Vivea, c'est toujours très compliqué parce qu'ils demandent de monter un dossier collectif et les dates d'inscription sont à caler très tôt. Enfin, c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà, donc ça nous oblige des limites d'inscription pour les ressortissants Vivea très tôt. C'est-à-dire que là, on est le 2 novembre. Pour ceux qui souhaitent participer à celle du 8 décembre, la date limite d'inscription, c'est le 8 novembre. Voilà, donc on ne pourra pas dépasser le 8 novembre. Donc ainsi de suite pour les autres. Donc toutes ces dates sont indiquées donc dans le PowerPoint que je vous présente là. Voilà, de toute façon, on est bien sûr à votre disposition pour toute question qui peut avoir trait soit à l'usage de la forêt en règle, soit aux possibilités d'ouverture sur les ERP, soit aux formations. Voilà, que Guénaël ou moi, on est à votre disposition pour répondre. Il ne faudra pas hésiter à nous contacter. Mais si vous avez des questions tout de suite, bien sûr, on peut y répondre tout de suite. Profitez-en. Là, la plateforme, elle est utilisable à ce jour-là? Oui. Oui, D'accord. Elle est prête. Il y a certainement encore 2-3 bugs qui y traînent encore, mais elle est prête. voilà, après les programmes de formation, vous voyez qu'aucun lieu exact n'est encore précisé. Alors, ça tient à deux choses. La première chose, elle est technique, puisqu'il faut une salle équipée du point de vue informatique, à moins que tous les stagiaires aient un ordinateur portable. Et le deuxième élément très important, c'est qu'on fera aussi en fonction des entreprises. C'est-à-dire, si on arrive à faire des groupes de formation sur un territoire très précis, on le fera. Donc, pour être au plus près des entreprises et pour éviter d'avoir des coûts, des trajets supplémentaires pour les entreprises quand on peut les éviter. Voilà. Parce que là, les inscriptions, on peut s'inscrire où maintenant? Pour le 8 décembre, par exemple, parce que moi, ce qui m'intéresse, même si la localité n'est pas intéressante, c'est d'être le plus vite formé.
Là, pour le 8 décembre, donc en fait, quelle que soit la formation, en fait, vous pouvez vous inscrire via le lien mail que vous avez dû recevoir. On en a fait un envoi en masse de mails il y a 10 jours à peu près. Mais en fait, on peut vous le renvoyer surtout. Je pense que c'est pas tout le monde qui l'a reçu. Ouais. Ouais, mais on va renvoyer et avec l'enregistrement aussi de cette petite session. Mais Ouais. effectivement, il y a un petit bulletin d'inscription formation. Et puis vous choisissez celle qui vous convient le mieux en termes géographiques. Ce que vous pouvez faire si vous en avez besoin tout de suite, là, c'est de mettre, vous pouvez aller dans Conversation, vous tapez simplement votre adresse mail et on vous l'enverra. On vous enverra les éléments. Parce que je suis pas sûr qu'on ait... Ok. Il y a d'autres questions. Des Est-ce que... réactions, des avis. Des blocages éventuellement. Un outil qu'on attendait. Qui va être vachement intéressant, à mon avis. On espère. Hein. On espère. On a fait tout ce qu'on a pu pour en tout cas. Et voilà, l'important, ça va être de faire remonter, effectivement, donc on en parlait tout à l'heure, mais faire remonter les points bloquants ou les besoins aussi, pour nous permettre à nous de nous mettre en ordre de marche pour avoir une V2 efficace, c'est super important. On a fait beaucoup de tests. Il y a déjà des entreprises qui sont passées, mais bon, elles ont certainement pas tout vu. Enfin, peut-être pas tout vu. Je me projette peut-être à la V5 ou V6, mais c'est ce qui peut être intéressant quand c'est de l'achat où on ne maîtrise pas vis-à-vis du particulier s'il a un plan simple de gestion. Parce qu'aujourd'hui, les questions, les questions, c'est oui ou non, s'il y a un plan simple de gestion ou pas, c'est qu'il faut déjà qu'on ait la réponse. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que quand un propriétaire nous propose des lots, c'est déjà, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà chanté qu'ils avaient un plan simple de gestion, et on se retrouve dans une propriété qui a un plan simple de gestion, donc il pourrait y avoir un croisé, alors c'est peut-être pas demain la veille, mais un croisé des plans de gestion de l'administration du CNPF. Je suis rêveur, hein, je suis Tu mets la rêveur, barre haute, mais hein, Maëlle. ouais, je vais bien, je sais bien, comme d'hab. Alors, c'est pas inenvisageable, mais effectivement, donc ce sera pas tout de suite parce que déjà cette information-là, ils l'ont pas très clairement. Même si on a des contours, enfin c'est pas inenvisageable. Au même titre qu'il n'est pas inenvisageable qu'on ait aussi directement lien avec des contours de zones environnementales. Mais très honnêtement, voilà, ce sera pas tout de suite. Par contre, ce qu'on entrevoit très rapidement, parce qu'on l'a laissé de côté dans cette V1, mais je pense qu'on va y aller très vite, c'est que votre sous-traitant, il aura aussi un accès simplifié son accès simplifié à la plateforme Forêt en règle. Et puisqu'en fait, le sous-traitant, l'entrepreneur forestier, il a très peu de choses à faire. Hein. C'est simplement la déclaration à la directe, à l'adresse qu'il doit faire lui et non pas vous, normalement, exploitant, donneur d'ordre. Et donc, il aura la possibilité, comment dire, l'ETF de récupérer directement, parce que là c'est un envoi mail, c'est quand même pas ce qui est le plus pratique. Donc il pourra récupérer en fait directement le document sur sa plateforme à lui, son accès à lui, finir de le remplir comme vous l'avez vu là, le signer et le basculer à l'administration. Mais voilà, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on a dû un petit peu mettre de côté dans une V1, mais je pense que ça on va y aller très vite par contre, à contrario. Et ça évitera des envois mail. Alors, on a parlé beaucoup d'envois mail, mais pour ceux qui ont des sous-traitants qui fonctionnent en papier, rien ne vous empêche d'imprimer votre document, hein, évidemment, qui peut le plus, peut le moins.
Bien, mais écoutez, on arrive au bout de notre webinaire. On a légèrement dépassé de 3 minutes, mais on avait 5 minutes de retard au départ, donc ça va. Il n'y a pas d'autres questions, mais écoutez, je vous remercie. Oui, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, donc Jean-Marie Vite. Une petite question. Pour les propriétaires forestiers qui seraient dans une démarche, qui seraient certifiés PEST, je sais que au niveau des ETF, il y a il y a une sorte d'invitation forte, voire presque une obligation d'être eux-mêmes PEFC ou de signer une convention à la tâche. Puisque j'ai été contrôlé, moi, personnellement, il n'y a pas si longtemps que ça, par PEFC. Est-ce que ça a été inclus ou pas? Si c'est pas inclus, c'est pas un problème. Le tout, c'est de savoir, c'est tout. Oui, non, pour l'instant, ça n'a pas été inclus, effectivement. Comme vous le dites, une entreprise qui intervient en prestation sur une propriété PEFC est tenue d'avoir signé soit le cahier des charges du propriétaire, ou en tout cas de son donneur d'ordre, soit d'être signataire du contrat d'engagement à PEFC. Mais ça, pour l'instant, non, ça n'a pas été inclus. Alors, c'est pas grave du tout. Le tout, c'est si on sait. Ça va, oui. Voilà, exactement. C'est-à-dire que parce que c'est assez particulier, mais par contre, lorsqu'ils viennent, ils sont un peu, je parle des auditeurs PEFC, ils sont un peu, comment dirais-je, exigeants, voilà. Mais Oui. c'est réglementaire, voilà. Ok, merci. Juste, je vais apporter une dernière précision, j'aurais dû le faire au tout début. Ce webinaire était enregistré. Il va être diffusé, maintenant je vous le dis un peu tard, sauf avis contraire de l'un d'entre vous. Aucun problème. Merci à tous. Eh ben, merci, puis on vous souhaite une bonne soirée et en espérant vous revoir en formation avec cet outil dans les mains que vous pourrez manipuler autant que vous voudrez. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée.